Chaque jour, 80 000 avions décollent de tous les coins de la planète. Et à tout moment dans le ciel, 500 000 personnes voyagent. Des passagers dont la vie est entre les mains de ces hommes. Bon, ça va être un vol sympa. À 47 ans, ce commandant de bord au costume impeccable pilote des longs courriers chez Air France. Le sommet d'une carrière. Aujourd'hui, départ pour Shanghai, à bord d'un 777, la perle des Boeing. Bonjour. Avant de prendre les commandes de l'avion, vérification de l'appareil par les pilotes. Donc briefing avant décollage, il n'y a pas... Dans la cabine, le commandant de bord fait un dernier briefing sur ce vol qui va durer 11 heures. Rien n'est laissé au hasard. Voler 25 avec un auto-break 4. Jean, tu seras vigilant là-dessus. Notre job, c'est de toujours prévoir et d'anticiper une panne moteur ou une situation d'urgence. Donc pour ne pas être pris au dépourvu, on prévoit un plan A et un plan B. Et donc on l'évoque ensemble pour être sûr que nous sommes bien en phase sur ces deux projets d'action. Et donc d'avoir toujours un coup d'avance sur le sort. Il commence à pleuvoir d'ailleurs. Il commence à pleuvoir, donc on surveille ça. Éric Prévost est le seul maître à bord et il a une très lourde responsabilité. La sécurité des 237 passagers et des 15 membres d'équipage. Vient maintenant l'un des moments les plus complexes du vol. Faire décoller ce monstre de 300 tonnes. Le commandant de bord nous emmène dans son décor favori, à 10 000 mètres d'altitude. Derrière ses lunettes, les yeux d'Éric Prévost ne sont jamais blasés, même après 25 ans à survoler tous les paysages de la planète. On peut faire 2 fois le même vol et ce sera une météo différente, des paysages différents, des couleurs différentes. Non, on ne s'en blesse pas de ce métier. Les moments pour admirer le ciel sont de courte durée. Les pilotes doivent en permanence surveiller les cumulonimbus, ces nuages d'orage qui peuvent être très dangereux. Ils vont en croiser plusieurs sur leur route. Mais là aussi, tout est prévu. Pendant le vol, eh bien, là aussi, notre radar nous indique la position des cumulonimbus et nous demandons une déviation de la route pour pouvoir éviter ces masses nuageuses convectives. Et nous sommes également prévenus par notre centre de contrôle des opérations aériennes. Ça nous permet donc d'anticiper éventuellement un changement de route. Le vol se déroulera sans encombre jusqu'à Shanghai. À observer ces pilotes très expérimentés, aux commandes d'un appareil à la pointe de la technologie, on en conclurait presque que le ciel est le plus sûr endroit du monde. Mais cette image est trompeuse, et une incroyable série de catastrophes vient de le rappeler. Le 8 mars 2014, un Boeing de la Malaysia Airlines disparaît des écrans radars. À son bord, 239 personnes. Il n'a toujours pas été retrouvé. 4 mois plus tard, un autre avion de cette compagnie est abattu en plein vol au-dessus de l'Ukraine. Bilan, 298 morts. Dans la semaine qui suit, 2 avions s'écrasent. L'un à Taïwan, l'autre au Mali. 2 accidents qui font plus de 160 victimes. Cette série noire ne doit rien au hasard. Elle révèle au contraire les failles d'un secteur. Absence de suivi des avions, lenteur des autorités aériennes, sous-traitance généralisée, pilotes surmenés. De l'Europe aux États-Unis, en passant par l'Asie et l'Afrique, nous avons rencontré des familles de victimes,
interroger les experts, questionner les autorités et découvert que la logique financière l'emporte parfois sur l'impératif de sécurité. Notre enquête commence dans cette banlieue tranquille près de Paris. Nous avons rendez-vous avec Guylain Watrelot. Enchanté. Je vous remercie de nous recevoir. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, il s'était toujours refusé à accueillir des journalistes. L'homme est d'un naturel plutôt discret et pudique. Pour évoquer le drame qu'il a vécu, il commence par nous montrer cette photo. Je me trouve tout d'un coup tout seul. J'ai perdu ce que j'avais de plus cher au monde. 33 000 pieds. Ingénieur, il s'était installé à Pékin avec sa famille. Sa femme Laurence et ses 2 plus jeunes enfants étaient partis prendre des vacances en Malaisie. Ils devaient rentrer de Kuala Lumpur le 8 mars dernier. Ils ont mystérieusement disparu avec le fameux vol MH370. Un avion qui, 6 mois plus tard, reste introuvable. Aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve que l'avion s'est crashé. Aucune preuve. Tant que vous n'avez pas de preuves, vous ne savez pas. Moi j'ai un fils qui a 20 ans et je pense qu'il est toujours dans le déni. Inconsciemment, oui. Je pense qu'il y a des jours où j'espère encore, oui. Sa famille a disparu avec les 230 passagers. Aujourd'hui, Guylain Watrelot se bat pour que l'on réponde à une question. Qu'est-il arrivé au MH370 ? Moi, encore une fois, j'ai perdu ma femme et mes 2 enfants dans cet avion. J'ai pas envie d'attendre 20 ans pour savoir ce qui s'est passé. Je veux savoir ce qui s'est passé aujourd'hui et je pense que j'ai le droit à la vérité. Un drame pour eux et une énigme pour l'aviation civile, car jamais un appareil n'avait disparu sans laisser la moindre trace. Des mois de recherche et toujours rien. Le vol MH370 est comme un avion fantôme évanoui dans la nuit du 8 mars 2014. Comment, à l'heure des satellites et des radars, un appareil peut-il disparaître des écrans de contrôle ? Pour tenter de percer ce mystère, nous avons demandé à un ancien commandant de bord, Jean Serrat, de répéter minute par minute les principales étapes du vol. Nous entrons dans un simulateur. Les conditions du 8 mars 2014 sont reproduites à l'identique. Du tableau de bord jusqu'au tarmac de Kuala Lumpur. Il y a même d'autres appareils qui s'apprêtent à décoller. Nous nous sommes procuré des conversations entre le cockpit et le contrôle aérien. Il est minuit et demi. L'avion est encore au sol. Voyage Notice 70, straight to Beijing via Pibos Alpha departure, 6000 feet, squawk 2157. Beijing Pibos Alpha 6000, squawk 2157, Malaysian 370, thank you. Il vient de lui donner un code du transpondeur 2157. Je vais mettre le transpondeur sur marche et à partir de maintenant, les contrôleurs aériens qui vont recevoir le message du transpondeur avec 2157 sur leur écran, ils verront apparaître MH370 et l'altitude de l'avion. C'est donc grâce à cet appareil, le transpondeur, que le contrôle au sol a pu suivre le MH370. Du moins au début. Un peu après minuit 30, l'avion se dirige vers la piste 32, puis lance ses réacteurs. Top. Décollage. À minuit 41, il décolle. Et lors des 40 premières minutes, tout est normal. L'avion atteint sa vitesse et son altitude de croisière. Level change. Conformément à son plan de vol, il se dirige vers Pékin. Et lorsqu'il est sur le point de quitter l'espace aérien malaisien, à 1h19, nouvelle et dernière communication avec la tour. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. 2 minutes plus tard, tout bascule.
d'un seul coup, l'avion va disparaître des écrans. Radar, puisque le transpondeur ici est mis sur off. Le transpondeur est mystérieusement coupé. L'avion disparaît des écrans radars. Il est sur off standby. Et quand les contrôleurs aériens tentent de le joindre par radio, pas de réponse. Dans ce cas-là, un plan d'urgence est normalement déclenché. C'est en tout cas ce qui se passe dans la plupart des pays du monde. En France, tout se joue à Athis-Mons, en région parisienne. Derrière ces barbelés, à la Direction générale de l'aviation civile. Un bâtiment ultra protégé où sont surveillés les milliers d'avions qui traversent l'espace aérien français. Les signaux envoyés par les transpondeurs des avions sont suivis sur ces écrans. Voici le ciel aux alentours de Roissy, une ruche. Pour éviter les collisions, chaque avion est identifié. Celui-ci est le AF645. 134 signifie qu'il vole à 13 400 pieds, 4 000 mètres d'altitude. La flèche indique qu'il descend. Par radio, les contrôleurs les guident dans le ciel. Bonjour Air France 3852, montée niveau 260, vitesse libre, la route Valcure. Route Valcure, mon niveau 260, vitesse libre, France 3852, merci. Les pilotes doivent impérativement répondre. Sinon, voici ce qu'il se passe. Depuis quelques minutes, ces deux contrôleuses n'arrivent plus à joindre un avion brésilien. Sierra 469. Bravo, Romeo Sierra 469 Paris, do you read me? Là, par exemple, il ne répond pas. Une des deux contrôleuses appelle le chef de salle. Bah, il va falloir qu'on le récupère quand même pour lui donner les consignes. Il y en a qui ne répond plus. BRS 4639, arrivé le boucher là. Leur chef leur demande d'insister. Ok. Romeo Sierra 469 Paris, on 121.5. Au bout de 3 minutes, enfin une réponse. Oui, on l'a récupéré, voilà. 0, Ok. 7, 0. Heureusement, car sinon le plan d'urgence aurait été lancé. Soit déclencher des phases d'alerte parce qu'on pense qu'il y a eu un accident, soit faire appeler les militaires pour qu'ils fassent décoller la chasse pour voir si l'avion, si tout se passe bien à bord. Des avions de chasse, toujours prêts à décoller sur un coup de fil de ces militaires présents dans la salle. Mais pour le MH370, aucun des pays survolés n'a réagi. Jamais l'armée de l'air malaisienne n'a jugé bon d'intervenir. Pourtant, à 1h30, le Boeing n'est plus sur les écrans radars et les pilotes ne répondent à aucun appel. Plus inquiétant encore, l'avion va opérer un virage à l'ouest et quitter complètement son plan de vol. C'est ce que révèlent d'autres radars, militaires ceux-là, qui ont pu le suivre encore pendant plus d'1 heure. À 2h40 du matin, selon la version officielle, les radars militaires l'auraient eux aussi perdu de vue. Où est ensuite allé l'avion ? Au-dessus de l'océan, plus aucun radar. Impossible alors de connaître sa trajectoire. Voilà pourquoi la zone de recherche est immense. Un avion qui disparaît au-dessus de l'océan et dont on recherche l'épave pendant des mois, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Cette catastrophe en rappelle une autre. Le crash du vol AF447 le 1er juin 2009. Lancés à la recherche de l'appareil, les secouristes ont mis 6 jours à retrouver quelques débris de l'Airbus d'Air France qui assurait la liaison entre Rio et Paris. Mais surtout, il a fallu 2 ans pour localiser l'épave et ses boîtes noires. Avec la disparition de l'avion malaisien, certains accusent on ne tirerait pas les leçons des accidents précédents. C'est ce qui met particulièrement en colère Laurent Lamy. On continue de rabâcher les mêmes choses, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour faire quelque chose ? Le Rio-Paris, c'est le combat de sa vie. Il a gardé toutes les coupures de presse sur cet accident. Je dois avoir ça quelque part par ici. Car son frère, Eric, était dans cet avion. 5 ans après, Voilà. la douleur est intacte. Il avait 36 ans. Ce qui l'a le plus marqué, c'est de ne pas savoir pendant des jours où était l'avion, ni ce qui s'était passé.
Une attente qui a laissé naître tous les espoirs, même les plus fous. On se raccroche au moindre petit, même infinitésimal espoir. On veut croire que tout ça n'est qu'un cauchemar et que, oui, ils ont pu, par exemple, nager, aller se rendre sur une île, enfin des choses qui, pour nous... Ça, vous l'avez imaginé, vous, pour votre frère? On me disait peut-être qu'il a pu s'en sortir. Après tout, on n'avait quasiment aucune information. Donc, oui, c'est quelque chose que j'ai imaginé. Aujourd'hui, je reconnais que ça n'est pas rationnel. À la tête d'une association de victimes, Laurent Lamy réclame depuis 5 ans un suivi des avions minute par minute, y compris au-dessus des océans, là où il n'y a pas de radar. Et imposer des balises de nouvelles technologies. Si on avait la position d'un avion toutes les minutes, eh bien on n'en serait pas encore aujourd'hui à chercher le MH370. Et il est évident qu'il y a 5 ans, on aurait retrouvé aussi les F447 beaucoup plus rapidement. On n'aurait pas mis 2 ans pour le retrouver et ça n'aurait pas coûté des millions d'euros comme ça a été le cas. Et c'est comme si ça n'avait servi à rien, quoi. Donc on n'a pas su tirer les leçons du passé. Comment est-il encore possible que l'on perde la trace des avions au-dessus des océans ? Juste après le drame du Rio-Paris, le BEA qui enquête sur les accidents avait déjà recommandé qu'on puisse suivre les avions à la trace. Car les moyens techniques existent, mais ils sont très coûteux et très peu de compagnies les ont mis en place. Aéroport de Roissy, le siège d'Air France. Traumatisée par la perte du AF447, la compagnie est l'une des rares à s'être donné les moyens de garder un œil sur ses avions partout sur la planète. En investissant 30 millions d'euros, la compagnie française a amélioré un système baptisé ACARS, qui équipe déjà les avions de ligne. Air France a aussi formé une 50aine de personnes. Alain, par exemple, surveille un Paris-Los Angeles. Il vient de traverser l'Atlantique, donc je le suis. D'ici 2 heures, je lui indiquerai qu'il y a une zone orageuse sur sa route. Donc là, cet avion, vous le suivez au-dessus des États-Unis, oui. Mais ils sont suivis de la même façon au-dessus des océans? Nos avions nous envoient des reports de position toutes les 10 minutes. Donc toutes les 10 minutes, on sait où sont les avions. Vitesse, altitude, position, tout est dans ce petit carré bleu. Comment est-ce possible sur les zones où il n'y a pas de radar? Grâce au boîtier ACARS, installé sur l'avion, les informations sont envoyées vers un satellite. Elles redescendent ensuite vers Roissy. À Air France, en fait, on ne peut pas perdre d'avion, comme on l'a vu dans l'actualité récente. Bah là, pour moi, non. Car même en cas de coupure du boîtier ACARS sur un appareil, la compagnie en est immédiatement informée. Si vraiment on avait une perte de report de position, là, il y aurait des signaux qui tomberaient partout. Donc je ne peux pas vous montrer. Entre autres, oui, voilà. Donc on aurait des pop-up qui s'allumeraient, qui diraient attention, perte de position, et ensuite on met en place toute une procédure spécifique. Ce système, bon nombre de compagnies ont jugé qu'il n'était pas indispensable. Alors quand un avion disparaît en mer, la seule façon de savoir ce qui s'est passé, c'est de retrouver les boîtes noires. Et si parfois cela prend des mois, c'est que là encore, le matériel est souvent dépassé. À Miami, en Floride, voici le siège de Duquesne Seacom, dirigé par Chuck Schofield. Il fabrique le dispositif qui permet de retrouver les boîtes noires au fond de l'océan. Alors vous voyez, c'est ici qu'on fabrique les balises. Des balises en forme de petits tubes, obligatoires à bord de tous les avions. Ça, ce sont les émetteurs qui vont sous l'eau. Et on les met là, sur la boîte noire. Placées de cette manière, et une fois au contact de l'eau, les petites balises émettent un son caractéristique. C'est ce son-là qui est recherché.
Quand un bateau équipé d'une sonde recherche une épave ou une boîte noire sous l'eau, c'est ça qu'il cherche à capter. Un système éprouvé et qui semble infaillible. Pourtant, ces balises ont une portée limitée. Elles n'émettent qu'à 2,5 km. Or, la profondeur moyenne des océans est de 3,5 km. Les systèmes d'écoute ont donc peu de chances de repérer ces balises qui cessent d'émettre au bout de 30 jours. Celle du vol MH370 est silencieuse depuis le 6 avril. Il ne reste qu'une chance infime de la localiser. Voilà ce qui désole Chuck. Car dans son bureau, il garde 2 prototypes qui auraient pu aider à retrouver le Boeing malaisien, sans que cela ne coûte très cher. Celui-là, c'est la version 90 jours plutôt que 30 jours. Mais elle ressemble beaucoup à l'autre, non? Rien ne change, sauf qu'elle émet 2 mois de plus. Et donc, ça laisse plus de temps aux autorités pour retrouver l'épave. Les derniers progrès permettraient aussi aux avions d'avoir une deuxième balise, émettant sur 11 km, au lieu de 2,5 km auparavant. Les appareils deviendraient localisables, même s'ils sont au plus profond de l'océan. Mais la plupart des avions ne sont pas équipés de ces nouvelles balises, car l'organisme qui a le pouvoir de changer la loi tarde à les imposer. Cologne en Allemagne, au siège de l'Agence européenne de sécurité aérienne. 22 étages, 700 agents. Leur métier, écrire des règlements votés ensuite par le Parlement européen. Guillaume Aigouin a fait plancher une brochette d'experts sur ces questions de boîte noire. Et voici le résultat, une proposition de loi qui rendrait les nouvelles balises obligatoires. Remplacer les balises subaquatiques de seulement 30 jours par des balises qui auraient une durée d'émission de 90 jours. Mais le gendarme de l'air n'est pas pressé. Il a fallu 2 ans pour arriver à ce texte. Voilà, le temps que les experts examinent les nouveaux émetteurs sous toutes leurs coutures. 20 pages. 20 pages d'études pour des balises déjà opérationnelles. C'est vrai que cette façon de travailler, forcément, ne favorise pas la vitesse. Par contre, elle permet de faire une démonstration qui, ensuite, est extrêmement solide et qui n'est pas contestable. Qui n'est plus contestable, voilà. Et il risque de s'écouler encore un peu de temps avant que ces balises ne soient installées à bord de tous les appareils. Les compagnies auront jusqu'en 2018 pour s'équiper. Le secteur aérien n'est pas seulement confronté à l'inertie des autorités et des compagnies. Un phénomène est en train de se généraliser. La sous-traitance, et avec elle des pratiques qui peuvent avoir des conséquences préoccupantes sur la sécurité. C'est ce que révèle une autre catastrophe, celle du vol AH5017, un avion d'une petite compagnie espagnole, affrété par Air Algérie. Dans le désert malien, tout près de la frontière avec le Burkina Faso, quelques heures après le crash de l'avion qui assurait la liaison entre Ouagadougou et Alger. Ces images ont été filmées le soir du drame par les soldats burkinabés qui ont retrouvé l'épave dans cette zone désertique. Il n'y a même pas un signe d'Air Algérie. Elles témoignent de la violence du choc, de l'appareil, un MD-83 affrété par Air Algérie et des 116 personnes qui se trouvaient à bord. Il ne reste presque rien, juste des morceaux de carlingue déchiquetés. Le général Diendéré supervisait les opérations de recherche. Il est l'un des premiers à avoir vu ces images. Nous ne nous attendions pas du tout à voir ce type d'image. Nous pensions voir au moins une carcasse et surtout voir soit des rescapés ou en tout cas des corps des passagers qui étaient là. Mais malheureusement, nous n'avons vu ni de corps, ni vraiment de morceaux qui puissent nous rappeler que c'était un avion. Tout comme nous, les familles s'attendaient aussi à pouvoir récupérer les corps de leurs proches
Malheureusement, ce ne sont que des morceaux de chair que nous avons pu récupérer par-ci, par-là. Les familles des victimes ont pu se rendre sur les lieux de la catastrophe. C'est le cas d'Yvonne Ouedraogo. À l'entrée de sa maison, elle a dressé un petit autel à la mémoire de sa fille. Warda avait 27 ans. Elle rentrait en France pour suivre ses études de droit. Comme son mari, Yvonne n'arrive pas à admettre la mort de sa fille. Le site que moi j'ai vu ne me permet pas de dire que l'avion est tombé à ce lieu-là et que ma fille est morte là-bas. Plus les jours passent, plus le souvenir de notre fille nous hante. Nous avons l'impression, à chaque fois qu'on se réveille, qu'on va l'embrasser, qu'on va échanger avec elle. Pour comprendre ce qui s'est passé, Halidou Ouedraogo a pris la tête de l'association des victimes de la catastrophe. Ce jour-là, il va apporter son soutien à une femme qui a payé un très lourd tribut dans ce drame. Kadiatou Diallo est une grand-mère très éprouvée. Elle a perdu 7 de ses proches dans le crash. Des disparus, dont les visages ont été réunis dans ce cadre. Lui, c'est mon Benjamin, mon fils. Dans l'avion, il y avait et 5 de ses petits-enfants. Sa fille aînée. La famille rentrait en France après un séjour en famille. Le garçon 3e, 4e, sa dernière fille. Comment vous êtes aujourd'hui? J'ai tout remis à Dieu, sinon je ne tiendrai pas debout. Dans cet album, elle a rassemblé les photos de leurs dernières vacances, mais aussi des derniers instants partagés avec eux. C'était quelques heures avant le drame. C'est votre petite fille? Oui, là. Et son père. Elle a été prise quand, cette photo? Hein? À l'aéroport. Le jour de leur départ. À l'aéroport. Et les enfants ne voulaient pas partir. La dernière, là, elle est venue, mon frère, elle a attrapé sa jambe comme ça, en disant « Papi, moi, je veux rester avec toi ». Son père est venu la chercher près de moi et tous les trois, on était là. C'est là où la petite s'est mise à pleurer. Et elle nous a fait pleurer tous. Ouais. Avant le départ. Aujourd'hui, ces familles attendent de connaître la vérité, de savoir pourquoi l'avion s'est abîmé en plein désert. Attentat ou accident, panne de moteur ou erreur humaine, ils se posent beaucoup de questions. Les premiers éléments de réponse, c'est l'une des boîtes noires retrouvées sur la zone du crash qui les a fournies. L'enregistreur des paramètres techniques a commencé à parler, permettant aux enquêteurs du bureau enquête et analyse de reconstituer les dernières minutes du vol. L'avion part en virage à gauche et se met à perdre rapidement de l'altitude. L'appareil n'a pas explosé en vol, mais s'est désintégré en touchant le sol. À 500 mètres d'altitude, juste avant le crash, l'avion était toujours en état de marche. On peut estimer qu'il y a environ 1 seconde entre ce dernier point enregistré et l'impact de l'avion avec le sol. Difficile donc d'imaginer que l'avion ait été la cible d'un engin explosif. Alors que s'est-il passé? Retour à Ouagadougou. À l'aéroport, un mois après le crash du vol AH5017, la vie semble avoir repris son cours. Air Algérie assure toujours la liaison vers Alger 4 fois par semaine. Au comptoir de la compagnie, il n'y a pas foule. Ce soir, 24 passagers s'apprêtent à embarquer. Nous filmons avec l'accord des autorités de l'aéroport. Mais un représentant de la compagnie va tenter d'interrompre notre tournage. Vous êtes en train de filmer un vol Air Algérie sans le consentement de la compagnie. S'il vous faut votre autorisation? Bien sûr, monsieur.
Et comme je n'ai pas été informé, donc je n'ai rien à vous dire. D'accord. Air Algérie s'est enfermé dans le silence depuis la catastrophe. Pour en savoir plus sur les circonstances du drame, nous nous rendons sur le tarmac de l'aéroport. L'appareil a décollé à 1h15 de Ouagadougou le 24 juillet. Cette nuit-là, le ciel est dégagé. Mais tous ceux qui travaillent sur le tarmac savent que l'avion affrété par Air Algérie va affronter un orage. Les conditions météorologiques, c'était mauvais pour tout le monde avec 1000 km ou 900 km. Les images satellites de la zone montrent un front orageux qui monte à plus de 10 000 mètres et barre le passage entre le Burkina Faso et l'Afrique du Nord. 15 minutes après le décollage, les écrans de la tour de contrôle enregistrent cette image. L'avion amorce un virage vers l'ouest pour contourner les orages. Cette trajectoire, le BEA l'a tué et nous l'avons montré à Jean-Luc Potier. Ce pilote connaît très bien cette zone de l'Afrique et il a longtemps volé sur le même appareil que l'équipage du AH-5017. On peut difficilement comprendre pourquoi il rase ce nuage aussi près. Pourquoi il n'a pas été plus à gauche pour éviter carrément cette masse nuageuse. Il y a plusieurs réponses possibles également. Une histoire de carburant, d'autonomie, l'histoire de temps de vol. Est-ce qu'il a pris cette décision pour gagner du temps? Plein de questions peuvent se poser. Les pilotes se sont-ils laissés piéger par les conditions météo? Étaient-ils assez expérimentés pour voler dans cette zone où les orages sont violents et dangereux? Ces questions, nous sommes allés les poser aux sous-traitants d'Air Algérie, la compagnie Swiftair. Jusqu'au crash, c'est elle qui assurait la liaison entre Ouagadougou et Alger. Dans la banlieue de Madrid, le siège de cette entreprise a des allures de bunker assiégé. Portes fermées, fenêtres occultées, les journalistes en sont réduits à faire le pied de grue en attendant la sortie d'un salarié. Non, je n'ai rien à déclarer, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez partir, je n'ai rien à ajouter, je n'en sais pas plus. La compagnie préfère garder le silence et nos questions restent pour l'instant sans réponse. Quelques jours plus tard, nous apprenons qu'une messe est organisée en mémoire de l'équipage, dont voici la dernière photo, quelques jours avant le crash. Dans cette église, une cinquantaine de personnes sont réunies. Famille, amis, anciens collègues sont venus leur rendre un dernier hommage. Après la cérémonie, plusieurs pilotes tiennent à défendre la mémoire de leurs collègues décédés. Le commandant de bord, Agustín Comron, et la copilote, Isabelle Ghost. Toute erreur venant des pilotes, je l'écarte. C'est impossible, absolument impossible. Je ne connais personne qui ait autant d'expérience qu'Agustín. Avant de passer 3 ans chez Swiftair, il a été commandant de bord pendant de nombreuses années. Isabelle était une très grande professionnelle. Et c'était une pilote très expérimentée. Dans ce concert d'éloges, il y a une note un peu dissonante. Cette jeune femme était la meilleure amie de Federico Cardenas, l'un des stewards. Il lui avait confié être fatigué par ses cadences de travail. On s'est parlé quelques jours avant l'accident. Il faisait beaucoup d'heures de travail. Il volait plusieurs jours d'affilée. 7 jours de suite. Il était fatigué. Federico n'était pas le seul à s'en plaindre. Une semaine avant le crash, un autre steward avait alerté la compagnie par mail. Un mail publié par la presse espagnole. Nous avons détecté une fatigue généralisée, physique et psychologique de toute l'équipe lors des rotations. Le rythme paraissait soutenu. C'est ce que nous confirme une source interne qui a eu accès au
Dans la semaine du 10 au 16 juillet, pilotes et stewards ont travaillé 7 jours d'affilée, enchaînant le plus souvent 4 vols par jour. Le 11 juillet par exemple, ils ont fait Alger-Montpellier, Montpellier-Oran, Oran-Montpellier et pour finir, Montpellier-Alger. 4 décollages, 4 atterrissages, 12 heures de travail dans la même journée. Cela paraît beaucoup, mais c'est autorisé par la réglementation espagnole. Ce rythme de travail et la fatigue qu'il engendre ont-ils joué un rôle dans la catastrophe? Dans cet hôtel, nous avons rendez-vous avec un steward qui travaille à la Swiftair. Il a accepté de nous parler, à condition que nous préservions son anonymat. Comme la majorité de ses collègues, il est en situation précaire. Il a signé avec la compagnie un contrat à durée déterminée de 6 mois et depuis le printemps, il accumule les journées à rallonge. Tu sais quand ta journée de travail commence, mais tu ne sais pas à quelle heure elle va finir. Tu sais que tu vas travailler le maximum d'heures possible, avec juste le repos minimal réglementaire, mais parfois, il n'y a même pas ce minimum légal. Ce steward n'a pas d'informations précises sur les horaires des pilotes avant le crash. Que la fatigue peut altérer les réflexes d'un équipage. Tout ce qui concerne le repos et l'état physique et mental des équipages a un impact sur la sécurité d'un vol. Si on doit faire une évacuation de l'avion ou s'il y a un feu à bord, avec la fatigue, on n'est pas dans les mêmes conditions physiques et mentales pour résoudre ce problème. Swiftair, cette compagnie où l'on travaille très dur, n'est pas une inconnue en Europe. Créée en 1986, elle possède une trentaine d'avions, comme cet Embraer ou ce Boeing filmé à l'aéroport de Madrid. Une flotte d'appareils un peu vieillissants, loués avec leurs équipages à d'autres compagnies. On appelle cela l'affrètement. Ce sont des intermédiaires qui s'en chargent. À Paris, l'une de ces sociétés a accepté de nous ouvrir ses portes. Tous les jours, ces courtiers doivent trouver des avions pour des tours opérateurs. Dis-moi, donc l'enregistrement c'est terminé? On a la possibilité de prendre un avion plus petit qui vous coûterait moins cher. Pour faire leur choix, ils ont une base de données qui note chaque compagnie, les critères, le nombre d'accidents, la solidité financière et l'âge de la flotte. Un code couleur permet de visualiser le classement. Vert quand tout va bien, orange, et rouge quand il ne faut surtout pas y avoir recours. Avant le crash, la notation de la Swiftair n'était pas très bonne. La Swiftair était classée en orange. Orange ici, c'est notamment en fonction de l'âge des appareils. On voit que la moyenne d'âge de leurs avions, de toute leur flotte, est de 18 ans. Donc au-delà de 15, ça passe automatiquement en orange. Et les avions qui sont utilisés chez eux, notamment les MD, c'est des avions qui sont assez anciens, qui sont plus très récents. Depuis la catastrophe, cet affréteur a classé la Swiftair en rouge. Un classement privé qui n'interdit en rien aux appareils de la compagnie espagnole de voler. Les passagers peuvent se retrouver sans le savoir dans un avion de la Swiftair. C'est l'expérience que nous avons faite. Nous avons pris un billet pour un vol entre Paris et Tanger avec Royal Air Maroc. À l'aéroport d'Orly, à l'enregistrement, l'hôtesse nous informe que nous ne volerons pas. Bonsoir madame, je vais à Tanger s'il vous plaît. Sur la compagnie marocaine. Ce sera par le Royal Air Maroc, mais ce sera Swiftair. Et pourquoi ça m'arrive à moi alors? Bah, j'avais vu la malchance de prendre votre vol aujourd'hui. C'est tout ce que je peux vous dire. L'avion qui va nous emmener au Maroc, le voici. C'est un MD-83, exactement le même que celui qui s'est abîmé au Mali. Il n'est pas siglé, mais il appartient bien à la Swiftair. Depuis le crash, beaucoup de passagers s'inquiètent.
Parfois, certains passagers refusent d'embarquer. Mais ce soir, tous montent dans l'avion où ils sont accueillis par un équipage espagnol. L'appareil n'est pas tout jeune, il a 25 ans, mais le vol se fera sans encombre jusqu'à l'aéroport de Tanger. La Swiftair est l'un des sous-traitants les moins chers d'Europe. Nul doute que les compagnies continueront d'affréter ces avions vieillissants et ces équipages sous pression. La réduction des coûts dans le secteur aérien a un autre impact, plus inattendu, sur la formation des pilotes. Dans ce domaine, une pratique abusive est en plein essor. Le pay to fly, le payer pour voler. En France, les meilleurs pilotes sont formés à Montpellier, sur les pistes d'entraînement de l'ENAC, l'école la plus prestigieuse, la plus sélective aussi. Chaque année, 1500 candidats se présentent au concours. Seuls les 20 premiers sont pris. À 21 ans, Robin fait partie de ceux qui ont réussi à décrocher une place. Pour l'instant, il ne vole que sur ce TB20. J'effectue la visite pré-vol, qui est obligatoire avant tout vol de l'appareil. Mais il se voit déjà aux commandes de beaucoup plus grands. On a signalé pour l'instant. Moi, j'admets avoir un petit faible pour le Boeing 777. Il est très très beau parce que c'est un de ces géants des airs qui peut transporter 300 passagers et un des avions les plus longs au monde. En attendant, c'est à bord de son 4 places qu'il apprend son métier. Ce jour-là, son instructeur lui a réservé une petite surprise. Tirer un rideau noir devant ses yeux. Très bien. Voilà, donc l'ILS est en panne. Ce vol, Robin le fait donc à l'aveugle, avec comme seules indications les données de ses instruments. J'ai mis un rideau pour simuler la présence de nuages. Donc ça permet qu'il ne voit pas la piste et qu'il ne travaille qu'avec les instruments pendant l'approche finale. Avec le risque de ne pas voir la piste en arrivant au minima. Pourquoi ? Le plafond est à 300 pieds et... Quelles sont les probabilités de réussite de la percée ? Elles sont très faibles. Elles sont relativement faibles. On conserve une bonne descente pour être sûr. À 120 mètres du sol, comme Robin ne voit toujours pas la piste, il décide de remettre les gaz. Go round. Flaps 10. Flaps 0. Tu vas tout droit. Je te dirai quand on aura passé la piste. En une fraction de seconde, C'est pas 637 avant remis les gaz. Il a fait le bon choix. Pour avoir ses réflexes, un seul secret. Des manuels épais appris par cœur et l'entraînement, y compris dans des simulateurs, pour apprendre à gérer d'autres pannes. C'est pas 637, on a un problème de train, demandons à nous mettre en attente sur Espigny. Au bout de 2 ans et demi d'école, Robin aura accumulé environ 200 heures de vol. C'est avec cette expérience et son diplôme qu'il ira postuler dans des compagnies aériennes où il pourra apprendre à piloter de vrais avions de ligne. Mais les temps ont changé. Les compagnies n'embauchent plus. Air France, par exemple, n'a recruté aucun pilote depuis 2009 et ne prévoit pas de le faire avant 2017. Résultat, 80% des jeunes diplômés de l'ENAC ne sont pas pilotes de ligne. Pour les rencontrer, il faut souvent s'éloigner des aéroports. Bonsoir madame. Dans la banlieue de Tours, et voilà, vous allez être en salle 12, mes collègues vous orienteront à l'entrée. Bonsoir. Julien nous a donné rendez-vous sur son lieu de travail, bien loin de ses rêves de long courrier. 18 € s'il vous plaît. C'est mon cockpit mais avec beaucoup moins de boutons et avec beaucoup plus de personnes à l'extérieur. Je vous remercie. C'est pas le même métier. C'est pas le même métier. Bon, ici ce qui est sympa c'est le contact clientèle. Tenez madame, bonne soirée. Au revoir. Bonsoir. Vendre des places de cinéma et du pop-corn. Donc des pop-corn, sucré, salé ? Non, sucré. Sucré. Un petit boulot à mi-temps qui lui permet de gagner 650 € par mois. Alors qu'il y a 1 an à peine, Julien se voyait déjà aux commandes d'un avion de ligne. Pourtant,
Ce jeune homme de 24 ans a réalisé un parcours sans faute. Rien qui puisse expliquer qu'il habite toujours chez ses parents, sans pouvoir voler de ses propres ailes. Voici le beau diplôme de l'ENAC. Voilà, diplômé d'élève pilote de ligne. Donc ça, c'est le carton de licence. Donc tous les pilotes professionnels, tous les pilotes de ligne ont une licence cartonnée comme ça, éditée par la DGAC. Mais aujourd'hui, tous ces documents ne suffisent pas pour décrocher un emploi. En un an, il a envoyé 200 CV dans le monde entier, sans résultat. Alors on va maintenant éplucher les offres d'emploi. Car il lui manque toujours quelque chose pour prétendre au poste proposé. Donc par exemple celle-ci, 29 juillet 2014. C'est une offre pour Hong Kong Airlines. Quand je regarde le détail, ils précisent qu'ils embauchent des copilotes sur A320. Sur A320 des personnes qualifiées et non qualifiées. Là, vous pourriez postuler pour A320 en tant que copilote non qualifié. D'après les premières lignes, oui. Mais à la fin de l'annonce, il est précisé que pour postuler, il faut avoir déjà volé 500 heures sur un avion de ligne. Donc là, on est dans le cas typique d'offres qui pourraient me correspondre, mais qui finalement ne me correspondent pas. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas du tout l'expérience requise. Comme de nombreux jeunes pilotes, Julien est dans une impasse. Certaines sociétés en profitent. Sur Internet se trouvent d'autres annonces étonnantes, des propositions de postes pour effectuer justement ces 500 heures sur des Boeing 737 ou des A320. Des offres de sociétés intermédiaires qui ont mis en place un système décrié, le pay to fly, littéralement le payer pour voler. Nous avons voulu savoir ce que proposent réellement ces agences. Direction Rome, où nous avons rendez-vous avec Vanessa Sanchez, une Française, pilote de chasse de l'armée de l'air en reconversion. À l'aéroport de Rome, elle doit rencontrer un homme qui veut lui proposer un contrat de pay to fly. Hi Lionel, nice to meet you. Enchanté. À notre demande, Vanessa a répondu à l'une de ces annonces. Nous la suivons en caméra cachée. Première surprise, l'homme nous emmène dans le centre d'entraînement d'Alitalia. Il semble très bien connaître les lieux. Alors de ce côté, c'est le centre de formation et là, ce sont les bureaux. Vanessa dit vouloir se reconvertir en pilote de ligne. Elle a donc besoin d'une formation. L'homme lui montre le simulateur qu'il loue à la compagnie italienne, sur lequel elle pourrait apprendre à piloter des A320. Celui-là, il est un peu vieux. C'est pas le plus moderne, mais c'est le plus fiable. À la fin, je vais devoir savoir tout ça par cœur. Oui, ne t'inquiète pas, c'est facile. Pour une vingtaine d'heures de simulateur, avec en prime quelques entraînements sur un véritable Airbus, Vanessa devra débourser 22 000 €. Mais ce n'est pas fini. Elle va devoir encore payer plusieurs dizaines de milliers d'euros pour effectuer ses 500 premières heures de vol en tant que copilote au sein d'une compagnie. Pour nous parler en détail des conditions, l'homme nous emmène dans un lieu plus discret. Le siège de l'agence se trouve dans cet immeuble d'habitation au 5e étage, dans un banal appartement. L'intermédiaire commence par mettre en avant son carnet d'adresses, apparemment bien rempli. Alors on travaille avec Tunisair, aussi sur Airbus. On est en affaire avec Atlas Jet, Freebird, et puis on vient de signer avec Vietjet et Vietnam Airlines. Voilà où Vanessa pourrait travailler comme pilote de ligne, à une condition qu'elle paye. Le pay to fly, une pratique illégale en France, mais autorisée chez certains de nos voisins. On a un accord avec une compagnie au Vietnam. Ils vous prennent pour 45 000 €. Bon, on a aussi Tunisair. On a signé un contrat, mais c'est vraiment cher. Ils demandent 85 000 €. Vanessa prétend qu'elle est intéressée par une compagnie grecque. Mais pour y travailler, les conditions seraient pour le moins étonnantes.
Dans cette compagnie, vous n'aurez aucun contrat de travail. Ah, c'est la Grèce. Toutes les autres compagnies en proposent, mais chez eux, personne ne signe jamais rien. Si vous allez au siège, ils vous donneront un papier, mais ça ne vaut rien. Tous les pilotes qui voulaient travailler avec eux, ils ont tous payé 55 000 € cash. Incroyable. Et inutile de vous dire que vous n'aurez pas de salaire. Difficile de croire que de jeunes pilotes acceptent ce genre de conditions. Pourtant, cette pratique, considérée en France comme du travail dissimulé, se développe depuis quelques années. Rares sont ceux qui reconnaissent avoir eu recours au pay-to-fly. Voici Christophe, copilote de 26 ans. Il est l'un de ceux à avoir franchi le pas. Il nous en parle anonymement, par peur de perdre son poste. À qui ? Voilà, donc la somme globale de 54 193 €. Pour payer, Christophe a dû emprunter de l'argent à un ami. Puis il a effectué ses 500 heures de vol sur un A320 dans une compagnie polonaise. C'est déplorable. Moi, je l'ai fait, mais je suis pas fier de le faire, hein, parce que j'ai pas le choix, c'est tout. J'ai pas le choix. Je pouvais pas attendre 10 ans, j'avais pas les moyens, pourtant plus qu'une personne, on va dire lambda, mais je me suis débrouillé à pouvoir le faire parce que je savais que ça pouvait marcher, quoi. C'est le système le plus simple, entre guillemets, pour pouvoir faire décoller sa carrière rapidement, quoi. Lui au moins avait un contrat et un salaire en échange de son travail. Mais il n'était que de 1600 zloty, 400 € bruts par mois, à peine de quoi vivre et supporter un rythme épuisant. On va vous faire voler 10 heures, on va vous faire arriver sur une ville en Pologne qui est différente de votre départ. Par contre, on va vous faire 6 ou 7 heures de transfert en bus après. Pour pas payer, pour que la compagnie économise un billet d'avion pour ses équipages. Donc, par contre, ça c'est 4 fois par semaine. C'est déjà bien assez, hein. On travaille 20 heures par jour, 4 fois par semaine, ça fait du 80 heures par semaine quand même. Pendant un an, il a encaissé les conditions de cette compagnie polonaise, le temps de faire ses 500 heures, le temps aussi d'abîmer sa passion pour son métier. À la fin, moi, je pouvais plus mentalement, je pouvais plus prendre l'avion pour aller en Pologne et faire mon travail. C'est-à-dire que j'en avais tellement marre que voilà, ça m'a valu une séparation, ça m'a valu beaucoup d'investissements personnels qui ont fait qu'à la fin, je ne pouvais plus faire mon métier correctement. Je n'étais plus apte à pouvoir voler correctement. Aujourd'hui, Christophe travaille comme copilote dans une compagnie réputée qui ne pratique pas le pay-to-fly. Il gagne 4 000 € par mois. Notre enquête se termine. À Shanghai, nous retrouvons le commandant Prévost. Lui gagne près de 5 fois plus. Il est sur le point de redécoller pour Paris. Tout l'équipage est frais et dispo. Ils ont eu 2 jours pour se reposer dans un hôtel confortable. Des conditions de travail de plus en plus rares. Les pilotes d'Air France comptent parmi les mieux traités au monde. Une situation qui ressemble de plus en plus à une exception.